Il est 19h sur CNews. Merci d'être avec nous pour Face à Philippe de Villiers. Cher Philippe, bonsoir. Bonsoir Elliot, bonsoir Geoffroy. Notre émission est évidemment bouleversée par les toutes dernières informations, puisque le corps retrouvé dans le Gers, c'est bien celui de Liana. Vous l'avez entendu avec Valentin. L'autopsie a déterminé que le corps retrouvé jeudi soir dans un site agricole est bien celui de cet enfant de 11 ans, collégienne disparue le 29 mai à Florence. Annonce faite par le procureur d'Agen. Les Français, Philippe, sont sous le choc. Ils sont bouleversés par la disparition de cette fillette de 11 ans. Et vous avez peut-être un mot à adresser d'abord à la famille, Philippe. Seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse. Quel mot? Simplement ce qu'on peut dire quand on est père de famille, qu'on a des enfants, on peut se faire le porte-parole de tout ce que pense la grande tribu, la France, le peuple français, et transmettre un message d'attention en disant à la famille on partage votre tristesse. Toute la France est triste ce soir. Toute la France est brisée. On partage aussi votre colère. Et vous avez le droit de l'exprimer. Et nous avons le devoir de l'exprimer. Parce que c'est une forme de lucidité. La blessure la plus proche du soleil, la lucidité. Ceux qui ne s'émeuvent pas en cet instant ne sont pas des vrais Français. C'est toute la famille qui se regroupe autour de vous. La petite famille du Gers et de Liana. Et puis la compassion. Naturellement, la compassion, c'est un onguent sur la plaie qui n'est pas suffisant, mais il faut quand même que vous sachiez, vous, la famille, que c'est toute la France qui se porte vers vous pour porter votre tristesse, votre colère, votre indignation et le cri qui ne s'éteindra pas. Vous avez parlé de tristesse, de colère, d'indignation. Colère au regard peut-être et très certainement du profil du principal suspect dans cette affaire, Jérôme B., visé depuis de nombreuses années par des plaintes, des signalements pour des faits de nature sexuelle sur des mineurs. Un drame national faisant réagir le président de la République en personne. Alors en déplacement au Monténégro aujourd'hui, je vous propose de l'écouter. Qu'il y a un dysfonctionnement et que nous ne pouvons pas ne pas voir que des failles se sont révélées. Il faut maintenant les clarifier. Et donc, ce que le gouvernement va faire, c'est de se mettre en situation, avec des enquêtes très rapides, et j'ai demandé qu'elles soient le plus rapides possible, et bien de pouvoir clarifier aussi les responsabilités qui sont à l'œuvre. Mais les choses ne se sont pas passées comme elles auraient dû se passer, c'est une évidence. Et donc c'est inacceptable. On ne peut pas regarder en face sa famille et lui dire que tout s'est bien passé, c'est faux. Donc comme vous, je suis choqué par ce qui s'est passé et par ce qu'on entend. Maintenant, on doit les clarifier en bon ordre. On doit laisser le temps minimal aux inspections qu'on a mandatées pour pouvoir clarifier cette situation. Et sur la base de travaux qui auront été établis, pouvoir justement, à ce moment-là, voir quelles sont les responsabilités collectives, systémiques, et les responsabilités éventuellement individuelles. Moi, je ne veux entendre aucun argument de moyens dans cette affaire. Parce que depuis 2017, j'invite chacun à regarder les moyens qui ont été mis dans la gendarmerie, dans la justice. Bon. Donc c'est une question de réponse, de fermeté, d'organisation, de responsabilité. Geoffroy Lejeune. Philippe, quelle est votre première réaction en écoutant le président de la République ? Ma première réaction, c'est qu'il parle depuis le Monténégro
pour essayer de se dédouaner de sa responsabilité. Je suis désolé, hein. Je ne vais pas être gentil. Mais je ne suis pas là pour ça. Il parle de responsabilité. L'honneur de la politique. Et je sais ce que c'est. J'ai été un homme public pendant longtemps. L'honneur de la politique, c'est qu'on assume sa responsabilité. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a le mot démission. Quand on ne veut pas assumer sa responsabilité ou que le peuple vous renvoie. Parce que là, il est à la tête de l'État au nom de toutes les familles de France. Et on a vu depuis 10 ans comment tout s'écroule. C'est le commandant du Titanic qui vient nous expliquer à la télévision « Je ne comprends pas comment le Titanic a pu couler. » Mais bonhomme, c'est toi qui commandes. Avec tes flûtistes, là, Darmanin et les autres. Et donc, moi, je demande de manière solennelle, personnelle, et au nom de beaucoup de Français, Monsieur le Président, il faut partir. Vous devez démissionner. C'est une question de décence, de dignité. Il faut partir, tout de suite. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est que depuis 10 ans, la justice française ne juge plus au nom du peuple. Et c'est de votre faute. Parce que vous avez transféré la souveraineté. La justice, normalement, juge au nom de la souveraineté du peuple. C'est le peuple qui est souverain. La justice, par délégation du peuple, juge les criminels. Mais à partir du moment où M. Macron, président de la République française, n'a qu'une préoccupation en tête, c'est de transférer la souveraineté à l'Europe, ce fameux concept, ce fameux fantasme du discours de la Sorbonne de 2019, la souveraineté européenne, alors la justice juge au nom de qui, au nom de quoi? Ah oui, de l'état de droit. C'est donc l'état de droit qui a remplacé le peuple. Et on comprend ce que ça veut dire, l'état de droit. L'état de droit, c'est un bidule idéologique inventé par les juges, par les juristes. Vous savez, Royer-Collard disait « Les révolutions commencent toujours avec les juristes, ça se termine toujours sans eux ». L'état de droit, c'est quoi? C'est une double préférence. C'est la préférence pour l'étranger sur le national et la préférence du criminel sur la victime. On est là, dans le sujet, au cœur du sujet. Et puis, après avoir transféré la souveraineté et donc avoir rendu les juges orphelins du peuple et inventeurs de leur propre état de droit, de leur propre jurisprudence sous la houlette des juges européens et de la Cour européenne des droits de l'homme, qui fait naturellement n'importe quoi par rapport aux familles et par rapport au principe de la vie, vous avez trituré la vie. Alors vous venez vous faire le défenseur de la vie des enfants, alors même que vous avez en 10 ans fait de la vie qui était un absolu, quelque chose de relatif. Vous avez mis dans la Constitution la fin des enfants à naître, dans la Constitution. Et vous êtes en train de faire voter à marche forcée, le 14 juillet, une loi qui nous met sur la voie de l'eugénisme, c'est-à-dire de l'enfant parfait, du vieillard parfait. Et qu'est-ce que vous croyez que la société pense de tout ça? La société, elle marche au rythme de nos responsables. Si on dit à la société, aux enfants, aux criminels, à ceux qui sont des innocents ou qui ne le sont pas, voilà, pour tout le monde, ça sera le même tarif, la vie devient relative. Parce que ce qui compte, c'est la société hédoniste. Vous avez massacré la famille, un papa et une maman. Vous avez trituré la société, vous vous êtes fait faustien, prométhéen, vous avez voulu jouer avec tout ça. Voilà. Et puis, je n'oublierai pas non plus quelque chose dont on a parlé ici, Elliot Geoffroy. C'est la société de vigilance. À un moment donné, il y a quelques années, il y a 2 ans, je crois, vous êtes intervenu pour expliquer, voilà, maintenant vous allez vous protéger vous-même. La société de vigilance. C'est-à-dire vous allez être
Prenons l'étymologie. Vous allez être votre propre vigile, votre propre vigie. C'est à vous de vous retourner dans la rue. Il a expliqué ça. C'était après les attentats. Et donc la société de vigilance, c'est le transfert de la puissance publique à l'impuissance publique. C'est la privatisation de la sécurité. C'est-à-dire, moi, non possumus, moi, l'État, je ne peux plus rien faire pour vous. Je ne peux plus assurer votre sécurité. Et donc, la société de vigilance, ça veut dire assurer votre sécurité tout seul. Mais ce n'est pas fini. J'ai autre chose à vous dire, Monsieur le Président, pour que vous partiez. C'est que vous avez menti aux Français. Vous aviez promis 15 000 places de prison supplémentaires. On les attend toujours. Et aujourd'hui, les prisons sont pleines. Et du coup, les juges prennent ce prétexte dans les chambres de comparution immédiate pour ne pas mettre en prison les racailles, parce que, soi-disant, les prisons sont pleines. En fait, vous avez suivi l'idéologie de votre garde des Sceaux, Dupond-Moretti, qui disait, tenez-vous bien, la prison, c'est l'école du crime, l'école de la récidive. Voilà ce que vous pensez, vous, la gauche judiciaire, dont vous êtes le chef, la gauche idéologique qui considère que la prison, voilà l'ennemi. Au nom de la réadaptation sociale du délinquant. C'est une idéologie mortifère. Et puis, j'oublie pas non plus que vous n'avez pas donné à la langue française sa portée pratique. Obligation de quitter le territoire, 10% seulement d'obligations de quitter le territoire qui ont été exécutées. Je pense en cet instant à la petite Philippine, à Lola et à tous les autres. À toutes les autres. Donc, en fait, vous avez renversé la pyramide de la justice. La justice ne juge plus au nom du peuple français, elle juge au nom d'elle-même, au nom de son idéologie, au nom du caprice du moment. C'est très grave ce qui s'est passé dans le Gers, parce que c'est l'allégorie de l'échec d'une politique de dilettante. Emmanuel Macron, Philippe de Villiers, a parlé de dysfonctionnement et de failles. Est-ce qu'on est face à une série de dysfonctionnements, et les mots ont un sens, ou est-ce qu'on est face à un scandale d'État ? Allons même plus loin. Est-ce que c'est un fait divers ou est-ce que c'est un fait de société ? Moi, je pense que les Français, en ce moment, nous répondent. Ils répondent à notre place. Dysfonctionnement ? Attendez, dysfonctionnement, c'est quand il y a un papier qui n'est pas arrivé à la préfecture. Parce qu'il y a le sous-préfet qui a oublié de prévenir le préfet. OK, dysfonctionnement. Un dysfonctionnement, c'est quand il y a une faute individuelle. Là, on est devant un scandale d'État, c'est très différent, qui concerne tous les ministères. Tous les ministères. Aussi bien le ministère de l'Éducation nationale, faillite de l'école, que le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice. Et donc, qui concerne le Premier ministre, d'ailleurs, qui s'est exprimé, pour essayer lui aussi de se dédouaner, hurler avec le peuple, en croyant que ça va le dispenser de présenter sa propre responsabilité. Le garde des Sceaux, qui sera sur une grande chaîne ce soir pour se justifier en expliquant « c'est scandaleux », c'est incroyable, on n'a jamais vu ça. C'est la première fois dans toute l'histoire de toutes les républiques qu'on a des hommes politiques qui ne veulent pas assumer leurs responsabilités. Alors je vais aller au fond des choses et je vais vous répondre. C'est un scandale d'État d'une portée politique majeure. Plus rien n'est comme avant. Les Français vont faire un vote auquel ils ne pensaient pas, qui sera un vote de protestation ultime, en disant à celui qui sera élu, sauvez-nous. Pas simplement redresser le pays, sauvez-nous. Sauvez nos enfants, sauvez nos familles, sauvez notre pays, sauvez nos campagnes, sauvez-nous.
Pourquoi l'État a-t-il été inventé? L'État régalien. L'État a été inventé dans un échange. Parce qu'avant l'État, il y avait des tribus qui se faisaient justice elles-mêmes. Avec l'État, il n'y a plus de tribus. C'est à partir de Clovis. Il n'y a plus la faïda, la vengeance. C'est fini. C'est-à-dire on transmet son droit à la vengeance, on le transmet à l'État en disant à l'État, bon ben, vous prenez en compte ma protection. En d'autres termes, l'État régalien, c'est un échange entre l'impôt et la protection. Je verse des impôts, mais l'État me protège. Je constate aujourd'hui que je verse des impôts, mais que l'État ne me protège pas. Donc, il y a mal donne. L'échange n'est plus synalagmatique, comme disent les juristes. C'est un échange truqué, c'est un échange tronqué. Je note que, en fait, nous versons des impôts pour des choses qu'on n'a pas voulu, par exemple l'immigration invasive, on nourrit, on blanchit, on loge des migrants clandestins partout à nos frais. Il y a une chose que l'État ne fait plus, que l'État ne fait pas, c'est la protection. Et donc on est dans une situation pré-mérovingienne. Je m'explique à travers cette métaphore. Les Mérovingiens, c'est quand des gens se sont dit, les Français se sont dit, personne ne nous protège, donc je creuse ma douve, j'installe mon donjon, mes chicanes, mes échauguettes, et je dis à mes amis alentours qui travaillent dans les apanages, venez, je vais vous protéger, et on a les meurtrières pour se défendre. C'est ça qui est en train de se passer. C'est ça qui va se passer si ça continue. En d'autres termes, le déséquilibre entre l'impôt qu'on paye est de plus en plus lourd et la protection de plus en plus absente, on va vers les milices. On va vers ce que Gérard Carrérou a appelé avec beaucoup de courage les prémices de la guerre civile. Et j'ajouterai quelque chose de cocasse. Finalement, il y a une chose qui marche bien en France. Il y a un service qui marche bien en France. C'est le recouvrement de l'impôt. Ça marche. Et vous avez intérêt à être ponctuel. Sinon, on vous tombe dessus. À partir du moment où le recouvrement de l'impôt marche bien et que les autres services rendus à la population ne fonctionnent plus, c'est la faillite de l'État, c'est la béance. Nous sommes dans cette situation. Oui, c'est un scandale d'État parce que c'est tout qui s'effondre. Quand l'hôpital ne soigne plus, quand l'école ne transmet plus, quand la justice ne protège plus, il n'y a plus d'État. Je vais vous proposer le communiqué des procureurs généraux, vous savez, les procureurs de France qui indirectement répondent et au président de la République et au ministre de la Justice, Gérald Darmanin, qui promet que des sanctions seront prises. Ils disent à ce stade, dans l'attente des conclusions des inspections, d'éventuelles responsabilités ne peuvent être mentionnées et encore moins des prochaines sanctions. Je vais en parallèle vous faire écouter Gérald Pandelon. Gérald Pandelon, c'est un agriculteur du Gers, qui a été ces derniers mois, par exemple, auditionné dans ce même département parce qu'il a eu le malheur de manifester contre le Mercosur. Il était l'invité de Julien Pasquier cet après-midi sur CNews. J'exprime ma colère parce que pendant que le parquet tout entier, je ne vais pas nommer que la procureure de Auch, mais son parquet tout entier, qui avait bien des ordres plus hauts, ça c'est sûr, a fait des agriculteurs de notre département et même du département du 31 également, une priorité par rapport à un violeur pédophile qui se trimballait en liberté dans notre département, à quelques kilomètres de chez nous. J'ai fait 7 heures de garde à vue le 14 janvier, interpellé comme pire qu'un violeur, du coup, par la brigade de recherche de Toulouse, parce que j'étais à pied sur le rond-point de l'aéroport de Blagnac, j'étais simplement à pied, les mains dans les poches, je me suis fait tomber dessus par 40 gendarmes mobiles et 2 enquêteurs de la brigade de recherche. Et là, on apprend qu'on avait ce pédophile, ce violeur, avec de multiples plaintes derrière lui depuis quelques années, dont une
une récemment, août 2025, avec un témoignage d'enfant, tout ce qu'il y a dessus. Là, il n'y a même pas d'excuses à avoir sur le parquet de Auch sur cette affaire-là. Et en fait, pendant qu'on s'acharnait sur nous, clairement, parce que là, il y avait des moyens judiciaires, le parquet d'Auch, il en a mis. Je vous garantis qu'il y a plus de 100 heures d'audition, il y a des vidéos, des drones, il y a tout ce que vous voulez. Et en fait, pendant tout ce temps-là, la justice n'a rien fait, le parquet de Auch n'a rien fait. Et malheureusement, il y a eu ce drame qui est arrivé. Geoffroy Lejeune. Philippe, quand vous écoutez cet agriculteur, est-ce que vous vous dites qu'il existe une justice à 2 vitesses? À plusieurs vitesses, même à 3, 4. Parce que, en fait, je pense à cette famille du Gers, qui a donc perdu son enfant. C'est une famille modeste. Et moi, je soupçonne la justice d'être différente dans son comportement et même dans sa sémantique avec les gens de peu, ce que la gauche appelle les populistes, et les gens qui ont un langage qui permet de communiquer avec les juges et les procureurs, et qui ont des relations pour ça. C'est ça qui se passe. Vous savez, moi je suis un rural profond, donc je connais la vie. Je sais comment ça se passe dans les palais de justice. Maintenant, je vais répondre à votre question. Évidemment, ce paysan du Gers me fait penser, à vous aussi, à ce qui s'est passé le week-end dernier. La différence de traitement avec les paysans cet hiver, quand le pouvoir politique a envoyé les CRS pour piquer les bovins, pour piquer le cheptel, ça a été d'une violence extrême. Pour les paysans, pas de quartier. Je me souviens qu'il y avait des hélicoptères avec qui déversaient des fumigènes, et il y avait les fameux centaures, qui sont des chars, sauf erreur de ma part. C'est-à-dire qu'on a envoyé contre les paysans des moyens qu'on a aussi envoyés contre les gilets jaunes pour qu'ils n'investissent pas Paris. Et LBD, on dit, etc. C'est-à-dire qu'on a traité les gilets jaunes, on a traité les paysans, le petit peuple révolté, d'une manière différente des racailles. Pour les racailles, la consigne, c'était pas de contact. En souvenir de Malik Oussekine. Surtout pas de contact, parce que si on a un mort, c'est l'affaire Naël qui recommence. Pas de contact, et surtout, il faut accepter d'avoir des blessés parmi nous plutôt que parmi les manifestants. 233 blessés parmi les gens. Mais rien que pour ça, Nunez, lui aussi, devrait démissionner. Ils devraient tous démissionner, en fait. C'est une faillite complète. Moi, je pense en ce moment aux familles qui sont au chevet de leurs blessés, les gendarmes, les policiers. Voilà. Et donc, ce paysan, il est révolté, puisqu'il est traité comme un prédateur. Et parce qu'il veut, simplement, il veut survivre avec sa famille contre le Mercosur. Et donc, ces gens-là qui nous ont infligé le Mercosur, c'est-à-dire que ces hommes, ces femmes politiques ont fait le choix, pour nourrir la France, de déléguer notre alimentation sur le marché mondial. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ? Et quand ce n'est pas le marché mondial avec le Mercosur, ils vont chercher les poulets en Ukraine. Et pendant que M. Édouard Philippe et M. Retailleau vont chercher je ne sais pas quoi en Ukraine, un remontant, ou alors autre chose. Donc tout ça est intolérable. Tout ça est intolérable. Cette classe politique, elle se liquéfie. Elle est dans l'obsolescence, l'indécence et l'indignité. Alors moi, je dis à ce paysan, vous avez bien fait de parler à CNews. Continuez à parler, parce que vous êtes la voix de la dignité et du courage français. Autre question, Philippe de Villiers, c'est après ce nouveau drame et cette colère qui monte, cette exaspération des Français qui aspirent à être sauvés, selon vous, comment sauver les Français demain ? Que faire ?
Alors, déjà, il faut changer toutes les équipes qui nous gouvernent depuis 50 ans. C'est pas compliqué. On a eu, avec eux, le transfert de la souveraineté à Bruxelles. Ils font mine de nous faire croire qu'ils ont encore le pouvoir alors qu'ils ne l'ont plus. Ensuite, ils nous ont fait l'immigration invasive et ils nous ont fait l'insécurité en disant « Ah, mais ce n'est qu'un sentiment », souvenez-vous de Dupond-Moretti, sur Europe 1, un matin. Il dit « Ah, mais je ne confonds pas l'insécurité et le sentiment d'insécurité. » Le sentiment d'insécurité. Il y a un coup de couteau toutes les 20 minutes. Alors, il faut d'abord réformer la justice. Réformer la justice, ça veut dire quoi? Vous allez voir, je vais être très concret. Parce que c'est le fruit d'une longue réflexion. Quand on est blanchi sous la harnois, on a un avantage, c'est un mélange de prudence, d'audace et de sagesse. Mais on a l'expérience. La première chose qu'il faut faire, et qui changerait tout, c'est instaurer la responsabilité du juge. Vous, Elliot, vous, Geoffroy, vous avez des responsabilités éminentes. Si jamais vous dérapez, vous aurez une sanction. Vous n'êtes pas forcé de me le dire, mais bon, c'est normal. C'est la responsabilité. Et quand vous entrez dans ce studio, comme moi, il y a la charge qui pèse pour faire une bonne émission, pour être le plus vrai possible, le plus tranchant possible. Sinon, c'est la sanction. Les gens partent ailleurs. Et on pourrait prendre bien d'autres exemples. Le juge, lui, il a l'impunité. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que dans quelques cas, mais vraiment très, très particuliers, il y a le Conseil supérieur de la magistrature, présidé par le président de la République, qui inflige des sanctions, mais ça n'existe pas. Donc là, par exemple, les magistrats qui ont fauté, dans le Gers, à Auch, il ne va rien se passer pour eux. Quand il y a eu l'affaire de Bruyère en Artois, vous ne vous souvenez pas, vous étiez trop jeune, avec le juge Pascal, il ne s'est rien passé. L'affaire d'Outreau, il ne s'est rien passé. Les juges, ils ont une immunité, c'est les seuls dans la société, une immunité totale. C'est l'impunité parfaite. Un maire qui a un panneau de basket qui tombe, il peut aller en prison. En tout cas, il est mis en examen. Et il dit à sa femme le soir en rentrant, il m'arrive une tuile terrible, le panneau de basket est tombé et le procureur m'a appelé. Je suis convoqué demain. Un policier, souvenez-vous, et en cet instant je pense à lui, le policier dans l'affaire Naël, il va passer en cour d'assises là prochainement. Lui, il est considéré comme responsable. Il n'y a pas de cadeau pour lui, aucun cadeau. Voilà. Et vous prenez dans le privé une malfaçon pour un maçon, pour un architecte, c'est la sanction immédiate. C'est pour ça que tout le monde s'assure d'ailleurs. Voilà. Le seul endroit où il n'y a pas de responsabilité, c'est les juges. Donc en réalité, voilà, ça permet certaines approximations. Parce que si vous n'êtes pas jugé, sauf par le juge qui finit par juger les juges, mais dans l'au-delà, alors vous pouvez être approximatif, lent dans vos procédures, laxiste dans vos jugements, il n'y a pas de sanction. Donc ça, c'est la première chose, la responsabilité pénale des juges. Quand il y a une erreur manifeste, comme disent les juristes, eh bien le juge, il est sanctionné. Et il peut être éconduit, il peut être mis à pied. Voilà, c'est comme ça. C'est dans tous les métiers comme ça. Deuxièmement, plus important, la doctrine pénale. Parce que ce qui arrive dans le Gers, là, c'est la conséquence d'une doctrine pénale qui a été renversée dans les années 60. Moi, j'ai vécu la bascule. La nouvelle doctrine pénale, qu'on appelle la défense sociale nouvelle, définie par un magistrat à l'époque, et cette nouvelle doctrine sociale a instauré une théorie selon laquelle la justice doit s'organiser, le système judiciaire, je cite de mémoire,
Marc Ancel s'appelle. Le système judiciaire doit s'organiser autour de la réadaptation sociale du délinquant. Est-ce que vous m'avez bien entendu? Le système judiciaire doit se réadapter en fonction du criminel, en fonction de celui qui a fauté. Sous-entendu, et ce n'est pas sous-entendu, ça vient après, la prison est l'école de la récidive. Conséquence de cette nouvelle doctrine, Madame Belloubet, ministre nommée par M. Macron, fait un texte qui explique qu'il faut envoyer personne en prison. Conséquence, M. Badinter, quand il arrive en 81, il libère des milliers de prisonniers. Conséquence, pendant le Covid, le garde des Sceaux, du moment, libère tous les prisonniers. C'est-à-dire la conséquence de cette doctrine sociale nouvelle qui met le délinquant à la place de la victime au centre de la justice, c'est tout simplement que la victime est secondaire. On est dans l'inversion accusatoire. Et quelle est l'idée qui est derrière cette nouvelle doctrine qui régit la justice aujourd'hui et qui est soutenue par Emmanuel Macron, qui fait partie de cette gauche judiciaire, comme je le disais à l'instant? La conséquence, c'est que, en fait, c'est la société qui est coupable. Voilà. Et c'est ce que dit très bien la gauche. De toute façon, c'est la société qui est coupable, ce n'est pas le délinquant. Le pauvre délinquant, il n'est pas coupable. Et d'ailleurs, on l'a vu dans l'explication sur les racailles. La gauche a expliqué « Ah, mais c'est parce qu'ils sont pauvres, ah, c'est parce que la société n'est pas venue à leur secours ». C'est toujours les explications sociologiques, jamais les explications idéologiques ou ethnoculturelles. Troisièmement, la syndicalisation de la magistrature. Il faut y mettre fin. Vous ne vous souvenez pas, vous, mais les téléspectateurs qui nous regardent et les auditeurs qui nous écoutent sur Europe 1 doivent savoir ce qu'est la harangue de Baudot. Retenez ce nom. La harangue de Baudot, c'est un syndicaliste de la magistrature en 1968 qui dit il faut maintenant, désormais, inverser le cours de la justice. Il faut que la femme soit choisie contre le mari. Il faut que l'enfant soit choisi contre ses parents. Il faut que l'ouvrier soit choisi contre ses patrons. C'est la jurisprudence Bruyère en Artois, vous savez, de ce notaire qui a été injustement arrêté. La harangue de Baudot, c'est une inversion complète de la justice. Et au nom de cette harangue de Baudot, le syndicat de la magistrature développe une idéologie qui est une idéologie de l'inversion. Je parle de tout ça avec, évidemment, le cœur blessé de quelqu'un qui un jour a découvert que son nom figurait sur le mur des cons. Ça vous fait une drôle d'impression. J'étais à côté du général Schmitt, ce qui est tout à fait honorable. Le général Schmitt qui a eu sa fille assassinée dans le métro, qui s'appelait Anne-Lorraine, je crois. Donc j'étais à côté. Et donc il y avait une série de personnalités, mur des cons, à tuer. Dans le couloir d'entrée du syndicat de la magistrature. Donc, et là, je vais vous raconter quelque chose. J'ai eu une confidence d'un magistrat qui m'a appelé hier et qui m'a dit ah ben, il y a 3 chambres de comparution immédiate à Paris, dont une qui a été rajoutée au dernier moment. Et avant, il y avait un juge qui présidait tout ça, qui s'appelait Tony Curtis, et qui était considéré par le syndicat des magistratures comme trop dur, parce que de temps en temps, il l'envoyait en prison, en comparution immédiate. Ils l'ont largué, et ce magistrat m'a dit, je vous assure que 2 chambres sur 3 étaient composées exclusivement de membres du syndicat de la magistrature. Le syndicat de la magistrature est entré dans l'État, pour démolir la loi, pour démolir le bien commun. Et donc, la syndicalisation, c'est pas possible. C'est comme l'armée. Quand on rentre dans l'armée, on ne se syndique pas. Quand on est magistrat,
on juge au nom de la société, au nom du peuple français, et pas au nom de convictions idéologiques. On laisse ces convictions idéologiques au vestiaire quand on prend la toge et l'hermine. Et enfin, je termine par quelque chose d'essentiel dont jamais personne ne parle, sauf l'Institut pour la justice, avec le remarquable Pierre-Marie Sèvres, qui est un homme exceptionnel, et qui est exceptionnel de bon sens. Qui a parlé de désastre judiciaire à propos du drame concernant Alors là, je ne crois pas trahir sa pensée en disant que l'Institut pour la justice a posé le problème de la composition de la magistrature. Pourquoi ? Parce que, en fait, les jeunes magistrats qui sortent de l'École nationale de la magistrature, il y a aussi Jean-Paul Garot qui m'avait raconté ça, parce qu'il a été à un moment donné en responsabilité là-bas. Tous ces jeunes, ils rentrent à 22 ans et ils sortent à 25 ans. Et à 25 ans, ils sont substituts du procureur à Auch. Vous voyez ? Ils n'ont jamais rien fait d'autre. Donc, ils font des études, ils passent le concours, ils sortent de l'ENM et ils deviennent substituts du procureur à Auch. Bon. Alors, la solution, c'est simple, c'est le panachage. La solution, puisqu'on dit souvent il faudrait un lien plus fort entre police et justice, la solution, c'est de faire rentrer des policiers et des gendarmes dans la justice. Et donc, par le tour extérieur, ce qui est à la disposition du ministre. C'est-à-dire, en fait, permettre à des anciens gendarmes, à des anciens commissaires de police, de devenir magistrats. Et permettre à des magistrats de faire l'inverse. À ce moment-là, vous aurez une compréhension plus intime entre les forces de sécurité et la magistrature. La grande différence entre les forces de sécurité et la magistrature, je vais dire un truc horrible, mais ça ne fait rien, c'est le fruit de mon expérience. Quand vous rencontrez un gendarme ou un policier, il est dans la vie. Il est dans la vie de tous les jours. Il parle à la population. Il est dans la population. Il est de la population. Le magistrat, lui, il est à l'abri de sa toge et il médite la phrase de Richelieu qui disait « Laissez les juges dormir. Tant qu'ils dorment, ils ne se révoltent pas et ils ne sont pas tentés de prendre le pouvoir. » Mitterrand a eu un mot juste. C'est rare que je lui rende hommage. Mais il a dit « Les juges ont eu la peau de l'ancien régime, ils auront la peau du nouveau. » Voilà, le régime est en train de mourir. Une dernière question, Philippe de Villiers, parce que vous avez eu une formule qui m'a marqué. Je reçois de nombreux messages, notamment par exemple un maire qui m'envoie entendre M. de Villiers, c'est redonner du sens au mot valeur et au sentiment d'être français et fier de l'être. La justice est beaucoup plus sévère et efficace, réactive quand il s'agit de poursuivre des politiques pour quelque motif que ce soit. Mais au-delà du regard du maire qui m'interpellait, c'est la phrase que vous avez eue de dire c'est un tournant puisque pour l'élection présidentielle l'année prochaine, les Français auront comme boussole, la formule c'est « sauvez-nous ». Pourquoi ce drame-là, plus que les autres qui pourtant mettaient en avant des failles béantes, administratives, migratoires, sécuritaires, que sais-je, et tant de noms, malheureusement, tant d'enfants qui aujourd'hui ne sont plus de ce monde. Pourquoi cette fois-ci ça doit être un tournant selon vous ? C'est une très bonne question. Je vais vous répondre. Ce que je sens, c'est parce que ça vient derrière les racailles, le week-end, la Ligue des Champions. Ça vient juste derrière et ça se coagule. Ça se cristallise. C'est-à-dire qu'en fait, quand les Français ont vu à la télévision, sur CNews d'abord, parce que les autres ont traîné, ils ont mis 3 jours, bon, les autres, les concurrents. Mais sur CNews, ils ont vu les images de la rue qui brûle, des gens qui s'enferment chez eux, ils se disent « Mais qu'est-ce qui est en train de devenir notre pays ?» Avec des journalistes qui nous expliquent « Ah, mais ça n'a rien à voir avec l'immigration ou avec l'insoumission. » Bon. Donc c'est la panique. Pourquoi ? Parce que les gens sentent qu'on va franchir un cran après. Et quel est le cran d'après ? Je souhaite qu'on en parle. On va en parler dans cette émission, il nous reste quelques minutes. Et donc en fait,
Non, mais pourquoi je vous dis dans ça? la même semaine, on arrive et on voit le tribunal d'Auch. C'est-à-dire, il y a les villes, 71 villes qui sont devenues des coupe-gorge aux yeux des Français, et tout à coup, les campagnes maintenant où on protège même plus les enfants. Voilà. Donc on protège plus les parents, on protège plus les enfants, on n'est plus protégé. L'État régalien est démissionnaire, il est parti ailleurs. Pendant ce temps-là, on a Macron qui est au Monténégro pour faire entrer le Monténégro et faire la majorité qualifiée pour permettre à Mme von der Leyen de devenir l'impératrice de la norme de manière définitive. C'est insupportable. Vous voulez parler justement des violences urbaines et finalement, il y a une sorte de continuum dans la faillite sécuritaire et judiciaire, selon vous, entre les émeutes ou les violences urbaines le week-end dernier et la disparition donc de Liana, et ayons une pensée évidemment pour ses proches et sa famille. Ce qui s'est passé le week-end dernier, d'ailleurs, vous l'aviez annoncé sur ce plateau, à la même heure. Vous aviez dit exactement ce qui allait se passer au soir de cette finale de Ligue des Champions. Vous avez parlé de ces 71 villes qui ont été touchées par les violences émeutières, ces quinzaines de villes qui ont été également touchées par les pillages, tout cela au soir de la victoire de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain, avec comme épicentre la capitale. Et une vidéo a circulé cette semaine, une sorte de medley de toutes les violences urbaines, avec en son la musique Douce France. Je le dis et je précise à la régie pour qu'on puisse revoir cette séquence-là. Certains ont parlé de débordement. Comment vous, Philippe de Villiers, vous qualifiez les événements graves qui se sont déroulés en France après la finale de Ligue des Champions? Ce sont des émeutes anti-françaises. Voilà. Avec des meutes anti-françaises. J'avais dit ici même, vendredi, ce qui risque de se passer demain, c'est une manifestation nouvelle de tribalisme de conquête territoriale, avec 3 gestes de conquête invasive. Premier geste, le pillage néocolonial, que certains ont appelé à juste titre la razzia. Nous y sommes. Ensuite, la confrontation avec l'État, c'était avec la force publique qui représente l'État, que certains ont appelé à juste titre la guérilla urbaine. Razzia, guérilla. Et enfin, troisièmement, le confinement sécuritaire. On l'a vu, on l'a eu, avec parfois des racailles qui rentraient dans les vestibules, dans les halls. Le confinement sécuritaire, voilà. Et donc, en réalité, la question qui se pose aujourd'hui, après ce qu'on a vu, c'est est-ce qu'on peut avoir la vérité des images, derrière les images, ou est-ce que vous allez continuer le mensonge d'État? Autre question, Philippe de Villiers, je voudrais qu'on écoute quelques réactions d'émeutiers qui ont répondu au micro de Frontières, puisque des poursuites judiciaires pourraient être engagées, évidemment. Les visages ont été floutés. Je vous propose de l'écouter. Et la question qu'on va se poser, c'est qui sont ceux qui détestent à ce point la France pour provoquer de telles violences? Écoutez. Pas hier sur les champs, on a kiffé, nous, en tant que supporters, on a kiffé, on a fait la fête. On est là, on est parisiens. Aujourd'hui, on est venu encore, on fait la fête. Il reste un peu de keuf, vite fait. Sinon, c'est tout. On est là.
On a kiffé, nous, c'était tranquille. Hein. Non, mais ça, c'est toujours 2-3 débordements. Les gens, ils ont bu 2-3 gouttes. Sinon, en vrai, c'est tranquille. D'habitude, on est tranquille. C'est juste sur le coup de l'énervement, la fête. C'est la joie, l'excitance. C'est comme ça, vite fait, un tout petit peu. Ouais, les policiers aussi, ils aiment bien nous titiller. Il y a des policiers en ville-ci, des fois, ils aiment bien nous dire venez, on fait la fête. Et après, ça nous incite à faire des trucs. Et après, ils nous pètent direct. Hein. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour éviter qu'il y ait les mêmes scènes la prochaine fois? Moins de policiers. Hein. C'est les policiers qui cherchent un peu le conflit, qui nous obligent à casser, à faire la fête. Voilà, Messi. Voilà. Qu'on gagne ou qu'on perd, c'est le feu. On perd, on gagne. Ça va exploser ici, les gars. Je vous le dis. Voilà, je vous le dis. Voilà. C'est quoi votre programme après, du coup? Ah ouais, on va tout casser. Et on va tout cramer. Non. Moi, je suis de Paris. Ouais, Free Palestine. Et là, c'est la guerre. C'est vraiment la guerre. Je suis avec le masque. Là, je vais faire la guerre, tout simplement, pour ma ville. Ah, c'est ça, c'est la guerre. Le camp sort, c'est la guerre. Restez branchés les keufs. Le camp va faire de la dinguerie. PSG qui gagne ou qui perd, le camp va rester branché. C'est la guerre. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine, les gars. Tahria Palestine, voilà. C'est quoi le problème? C'est de rejoindre les champs, là? C'est de rejoindre les Champs-Élysées, mais bon, il faut un barrage. J'ai un mortier sur moi, ça peut être danger. Ça peut être dangereux. Ils vont te contrôler, tu penses? Ils vont contrôler un par un. Ils vont essayer de décaler les mortiers, tout ça, essayer d'intercepter. On va attendre un peu, essayer de rentrer avec la masse. Hein. L'année dernière, on les a eus. Ils n'étaient pas prêts que le Paris allait gagner, parce que personne s'y attendait. Mais là, ils sont très très bons, ils ont tout prévu. On va fêter toute la nuit. Et même si les CRS nous empêchent, on va quand même y aller. Voilà pour célébrer. L'ambiance est bonne, là? De fou. Tu vois pas comment c'est bon de ouf, là? Ouais, vous avez un petit message à faire passer à la caméra, moi. Free Palestine. Arsenal. Free Palestine. Arsenal. Free Palestine. Free Congo. En vrai, t'as eu moi. T'as eu mes parents, ils m'attendent à la maison. Mais je suis venu là, je vais faire le feu. La police qui vienne. Geoffroy Lejeune. Alors Philippe, qui sont-ils et comment vous pourriez les qualifier, ces gens qu'on vient de voir dans le sujet et qui revendiquent les émeutes de la semaine dernière? Alors, d'abord, d'où ils viennent? Ils viennent de 2 lieux, les quartiers souverains. Donc, ce sont les enfants de l'immigration, première, deuxième, troisième génération, français, devenus français, qui détestent la France. Et ensuite, ils viennent des facs, certains d'entre eux, et de l'insoumission, des insoumis. Donc, en fait, c'est la jonction du Wokistan et de l'Islamistan. Les terres de l'Islamistan et les terres du Wokistan, la Nouvelle-France. Voilà d'où ils viennent. Ce sont des prédateurs. Ils se comportent comme des prédateurs. En fait, ils composent les hordes, je dirais, du ressentiment et du déracinement. Du déracinement, ce sont des déracinés. Vous savez la phrase de Simone Veil, la grande philosophe, qui disait « Le déracinement est le drame le plus profond et le plus méconnu de l'âme humaine. » Ce sont des déracinés, je les plains. Ils sont déracinés 2 fois. C'est le grand déracinement. Ils sont déracinés de chez eux parce qu'ils savent par leur père, par leur grand-père, d'où ils viennent, mais d'un endroit qu'ils n'ont jamais connu. Et donc, ils n'ont plus d'attache, ils n'ont plus d'attachements vitaux, et surtout, ils sont coupés de leur sève, ils sont coupés de leur imaginaire d'enfance. D'où cette révolte. Ça me fait penser à un vieux paysan qui me disait un jour, mon petit Philippe, il ne faut pas couper le bois à sève montante, sinon il pourrit, quand il devient une solive. Et là, on en a coupé la sève montante de cette jeunesse qui a perdu son enracinement, d'où elle vient, d'où ils viennent, et cette jeunesse qui n'est plus enracinée chez nous, chez eux, dans leur nouveau chez eux. Pourquoi? Parce qu'ils habitent chez Le Corbusier, c'est-à-dire dans un univers de laideur, l'habitat vertical, les cages à lapins de Garenne. Comment voulez-vous être heureux? La politique de la ville, quel scandale, les politiciens qui ont fait ça, vous vous rendez compte? Ils ont installé le malheur, la laideur. Et donc, en fait, ils sont déracinés de chez eux, ils sont déracinés chez eux. Ensuite, je dis les hordes du ressentiment. Non seulement ils sont déracinés, mais ils sont dans le ressentiment.
Pourquoi ? Parce que on leur a appris à détester la France. On leur propose en tout et pour tout, pour devenir français, la laïcité, les droits de l'homme et les valeurs de la République. Mais vous rigolez ou quoi ? La laïcité, pour eux, c'est la métaphysique du néant. C'est le vide spirituel absolu. La laïcité maçonnique. C'est-à-dire l'athéisme d'État. Ensuite, les droits de l'homme, c'est une abstraction. La République, c'est une abstraction, c'est un code. Vous n'arrêtez pas une lame de feu avec des codes. Et enfin et surtout, on leur a expliqué, nous les Français, à l'école ou dans les médias, la société médiatique, que la France est née de l'esclavagisme et du colonialisme et qu'il est temps pour eux de prendre leur revanche. Et bien voilà, ils prennent leur revanche. C'est un désastre. Il nous reste 2 sujets et vous souhaitiez absolument traiter ces 2 sujets, Philippe de Villiers. D'abord, on va parler depuis quelques semaines d'une journaliste qui travaille pour Europe 1 et qui travaille également pour CNews, Xenia Federova, qui est désormais au cœur d'une campagne qui ne vise pas que ses arguments, mais aussi sa personne. Son origine russe est brandie comme une présomption de culpabilité, peut-être. Je vous propose d'écouter, parce que c'est allé très loin, jusqu'au président de la République, Emmanuel Macron, qui a réagi une nouvelle fois depuis le Monténégro. C'était il y a 48 heures, si je ne m'abuse. Quant au fond de l'affaire, je n'ai pas attendu qu'elle soit commentée aujourd'hui. Je vous renvoie à ce que je disais à Versailles en juin 2017. Assez clairement, en présence du président Poutine, devant une personne qui était à l'époque en charge prétendument d'un média, mais de ce qui était une agence de propagande d'État. Les choses n'ont pas changé, je pense la même chose. Voilà. Geoffroy Lejeune, pardonnez-moi. Alors Philippe, certaines belles âmes voudraient que son titre de séjour soit retiré à Xenia Federova. Comment vous analysez-vous cette chasse à l'ours russe ? Le président de la République, depuis le Monténégro, nous explique le problème numéro 1 de la France. C'est pas l'essence, c'est pas la dette, c'est pas la rue qui flambe ou la justice qui se déshonore. Le problème numéro 1 de la France, c'est le canon français qui chante le lac de Connemara et Xenia Federova qui chante la chanson de Lara. Et donc, le problème numéro 1, c'est le titre de séjour d'une journaliste russe qui sévit sur CNews. Et au moment où le ministre de l'Intérieur reçoit son collègue algérien, le ministre de l'Intérieur de l'Algérie, qui vient lui réclamer en douce un titre de séjour pour son fils qui est en situation irrégulière en France. Et donc, comme disait Montaigne, nous sommes au rouet. D'un côté, il y a un titre de séjour qu'il faut retirer pour Xenia Federova, journaliste à CNews, et de l'autre, un titre de séjour qu'il faut accorder, parce que c'est quand même l'Algérie, et on est en train de rétablir une relation harmonieuse, comme le sait bien Boualem Sansal. Alors en fait, nous sommes devant une nouvelle définition de la liberté d'expression, que je voudrais saluer. La nouvelle liberté d'expression, c'est l'expression du système dominant avec un narratif officiel, et ceux qui ne sont pas dans le narratif officiel, dont je fais partie d'ailleurs, on va le voir dans un instant, sont des propagandistes. Ça, c'est le nouveau mot qui est sorti récemment. Propagandiste. Donc en fait, on a beau avoir une carte de presse, si on ne dit pas du bien de l'Ukraine et de Zelensky et de Macron, qui est son ami, on est propagandiste. Alors, c'est le journal Le Monde qui a organisé la première battue avec un dossier d'accusation qui est lourd. Jugez par vous-même.
Premièrement, Ksenia Fedorova, elle dit que l'OTAN a peut-être une part de responsabilité historique dans le déclenchement de cette guerre. C'est aussi ce que j'ai dit ici. Ensuite, elle dit que les 90 milliards d'aides de l'Europe, de l'Union européenne à l'Ukraine, c'est peut-être pas bienvenu parce que ça fait 17 milliards pour les contribuables français. C'est aussi ce que je dis. Ensuite, elle dit l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, c'est sans doute une erreur. Et on peut comprendre la position russe parce que mettre côte à côte deux puissances nucléaires, c'est dangereux pour la paix. C'est aussi ce que je dis. Ensuite, elle dit l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, c'est la mort de l'agriculture française. C'est aussi ce que je dis. Mais ce qu'elle ne dit pas, et ce que je vais ajouter, c'est que, en fait, et ce que la doxa ne supporte pas, c'est que, peut-être je me trompe, mais j'ai l'impression que la vraie menace existentielle, c'est pas tant la Russie que l'islamisme militant. Vous voyez, je hasarde une opinion personnelle en ajoutant au dossier d'accusation de Ksenia Fedorova une charge indue, puisque c'est pas elle qui dit ça, c'est moi. Alors, le réquisitoire. Le réquisitoire, c'est retirer le titre de séjour à Ksenia Fedorova. Alors, pour 3 raisons. Elle est russe. Elle est donc pro-russe. Vous me suivez, hein? Et donc, c'est un agent de propagande russe. Alors, vous me suivez, sauf qu'il va falloir me suivre jusqu'au bout. Parce que dans ce cas-là, Glucksmann, comme l'a très bien dit Éric Zemmour, Glucksmann, il est pro-Zelensky, il est pro-Ukraine. Donc c'est un agent de propagande ukrainienne. Il faut peut-être qu'on lui retire son titre de séjour. Retailleau et Édouard Philippe, qui sont allés en Ukraine, ils ont fait la propagande pour l'Ukraine. Au moment même où l'Ukraine vient de saluer, il y a un article dans Le Monde superbe, vient de saluer les anciens nazis nationalistes en Ukraine, en présence de Zelensky. Ils cautionnent ça. Donc ceux qui vont en Ukraine, moi je propose que, au nom de la lutte contre les nazis ukrainiens, on leur retire leur titre de séjour. En tout cas, qu'on leur dise non, vous n'allez pas vous présenter à la présidentielle quand même. Vous êtes du côté des nazis ukrainiens. Ce que je dis est documenté. Vous allez voir le journal Le Monde. Il y a un article qui est sévère sur Zelensky. Qu'est-ce qu'il lui a pris ? Ils ont rendu un hommage vibrant aux nazis. Melnik, notamment. Ça vous dit quelque chose ? Ouais, les historiens connaissent. Bon. Mais il y a d'autres cas un peu plus difficiles. Rima Hassan, elle est pro-Hamas. Donc c'est un agent de propagande du Hamas, donc on peut lui retirer son titre de séjour. Ça serait pas mal d'ailleurs. Ksenia Fedorova, Rima Hassan, 2 femmes, vous voyez, bon. Et puis il y en a un que je ne veux pas oublier, parce qu'il m'en voudrait de l'avoir oublié. Parce que souvent il parle de moi. Le recteur de la Grande Mosquée de Paris, il est algérien, il est pro-algérien, c'est un agent de propagande algérien. Alors là, pur sucre. Donc on pourrait aussi lui retirer son titre de séjour. Alors, je vais vous dire, vous avez parlé de la chasse à l'ours russe. Et moi, je vais conclure en vous disant, derrière la chasse à l'ours russe, il y a la chasse au lapin breton. Je sais que pas beaucoup de gens comprennent ce que je viens de dire, mais ça va, je vais vous expliquer, c'est simple. Vous avez remarqué que un coup, c'est Maxime Saada le coupable, Canal+, le cinéma, puis après, c'est Grasset, puis après, c'est CNews, puis après, avant, c'était C8 qui a été supprimé. Et en fait, derrière tout ça, c'est qui ? C'est le lapin breton. C'est le déhanché du lapin breton, Vincent Bolloré. Il est imprenable parce que le lapin est bien meilleur que le tireur, qui n'est qu'un braconnier amateur. Voilà. Et donc,
s'ils font ça, s'ils ôtent le titre de séjour, alors moi je propose qu'il y ait une grande manifestation. On va faire comme Tommy Robinson en Angleterre, ça me démange, moi. Avec tous les drapeaux, etc. Et en avant CNews. Voilà. Je pense qu'ils ne feront pas cette erreur. Mais s'ils la commettent, nous serons nombreux autour du déhanché du lapin breton. CNews vivra. Ils veulent supprimer CNews. Ils veulent fermer CNews. Et ici, on le sait très bien. Donc je le dis, non, vous ne fermerez pas CNews. Et si vous fermez CNews, alors la catastrophe politique pour vous sera encore pire. Et peut-être qu'après une telle explication de texte, vous allez être le premier Français qui va recevoir une obligation de quitter le territoire français. Oui. Et celle-ci sera exécutée, Philippe de Villiers. Préparez vos valises. Hein. C'est un point de chute. Le Liban ? Non. Ah ? Non, c'est le Puy du Fou qui va... Le Puy du Fou ? Oui. Mais vous plaisantez ? Vous croyez que c'est comme la Corse, le Puy du Fou ? À ce moment-là, on devient de principauté. Bon, Philippe de Villiers, il nous reste trop peu de temps pour faire l'apologue, mais vous souhaitiez quand même avoir un mot pour le 6 juin 44. Oui. Expliquez-nous vous me donnez pourquoi. combien de temps ? 1 minute 20. 1 minute 20. Alors c'est simple, j'avais un ami qui s'appelait Maurice Schumann, pas Robert, hein. Maurice Schumann, porte-parole de la France Libre, qui m'a raconté la première colère de Gaulle quand il a découvert qu'il y avait du papier-monnaie qui circulait en Normandie. Le 14 juin à Bayeux, il écume en disant « Le droit d'émission appartient à l'autorité nationale, pas question de garder le cours forcé de cette monnaie qui est une fausse monnaie. En fait, c'est des dollars. C'est-à-dire que les Américains installent un gouvernement provisoire avec une monnaie provisoire qui est le dollar. Et en fait, il en appelle à Saint-Louis en disant « Pas de nation sans monnaie, pas d'État sans monnaie, pas de monnaie sans nation, pas de monnaie sans État. » Cet apologue est une parabole parce qu'aujourd'hui, nous vivons sous l'empire d'une monnaie qui n'est plus la nôtre. Nous ne sommes plus souverains. Nous sommes sous l'empire d'un euro qui est un marque européen, qui nous détruit, qui nous déclasse. Et donc, moi, en ce 6 juin, je reprends le coup de gueule de Gaulle et je dis « Allez, il faut sortir de l'euro, il faut que le franc revienne. Vive la France, vive le franc !» Eh bien, écoutez, cette dernière question fera jurisprudence puisque vous arrivez en 1 minute 20 à me raconter une histoire. Philippe de Villiers, un grand merci. Fait du bien d'avoir le sourire. Vous savez ce que ça veut dire, franc ? Allez-y. Ça veut dire libre. Ça me fait plaisir d'avoir un peu de sourire en fin d'émission, tant l'actualité est dramatique. Et nous en parlerons dans quelques instants dans l'heure des pros. Merci Philippe de Villiers, merci Geoffroy Lejeune. Merci. Dans quelques secondes, c'est l'heure des pros. Restez avec nous.